Bienvenue dans Dance Lab, le podcast dynamique et éducatif où la passion de la danse rencontre le monde de l'entrepreneuriat, du bien-être, de la santé mentale et bien plus encore. Des conseils, des histoires, des conversations captivantes avec des experts et des personnalités où recommandations et partage d'expériences enrichissent le quotidien des danseurs et pas que. Je suis Maïwenn Bramoulet, danseuse professionnelle aux multicasquettes, passionnée de danse depuis toute petite, ayant pour objectif de lever les voiles sur les fantasmes et les clichés du métier. En vous partageant toutes les facettes, les difficultés, les richesses et les challenges que ce métier comporte. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à me laisser une note et un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Et si tu souhaites participer au podcast, écris-moi. Aujourd'hui, j'accueille Julien Verdery, danseur professionnel. Originaire de Tours, Julien s'est construit un parcours unique en embrassant très jeune sa différence et en transformant sa sensibilité en une véritable force artistique. Sa capacité d'adaptation et son amour pour l'esthétique l'ont conduit à se diversifier dans des univers aussi variés que la danse contemporaine, le jazz et même la danse en talons, appelée le heels. Au fil de sa carrière, Julien a exploré une grande variété de projets, l'emmenant sur les scènes du Moulin Bleu, des spectacles à Disneyland Paris, où il est devenu capitaine, et même sur les plateaux de cinéma dans des films comme Saint-Laurent ou Aline. Il a également évolué dans l'univers exaltant des cabarets, des shows comme Drag Race France Live, et de nombreux autres projets artistiques mêlant danse, mode et esthétique. Dans cet épisode, Julien nous partagera ses réflexions sur ses défis personnels et ceux du métier, le rapport au corps, la pression des réseaux sociaux et ses craintes face à l'avenir. Il nous parlera également de ses envies, de ses ambitions artistiques, dont le management artistique et son envie de transmettre sa vision esthétique forte. Salut mon Jules. Coucou Maïwenn. Ça va ? Ça va très bien, et toi ? Oui, très bien. Très content de t'avoir au micro du podcast. Très content d'être ici. Merci pour d'avoir accepté mon invitation. Écoute, petite question habituelle, comme pour tout le monde, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours ? Voilà. Bien sûr. Alors déjà, je suis un peu stressé d'être ici, mais je vais prendre du plaisir et ça va être ok. Je suis content d'être en face de toi et ça va être chouette. Ça va très bien se passer. Alors, j'ai 32 ans Ouais. et je suis danseur depuis, alors pas 32 ans, mais depuis mes 7 ans. J'ai commencé la danse, je pense comme tout le monde, dans des petits MJC le mercredi après-midi. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à vraiment aimer la discipline jusqu'à m'en diriger dans un cursus formatoire au lycée, qui était un cursus TMD, donc technique de la musique et de la danse, donc un peu comme nos sports-études finalement. On était le matin au lycée et l'après-midi au conservatoire. Ouais. Ça m'a emmené sur des scènes diverses et variées, comme des scènes de concours, forcément les concours de la CND. Et puis après, j'ai commencé à me professionnaliser, en allant dans une école qui s'appelle l'INM, donc l'Institut National des Arts du Musical au Mans. Et voilà, j'ai fait mon premier contrat apprenti là-bas, et puis après je suis monté à Paris, et les portes de Paris, l'immensité de Paris, la diversité de travail à Paris s'est offert à moi, et let's go, mon parcours s'est dessiné, voilà, petit à petit, depuis 10 ans maintenant que je suis à Paris. Et t'avais une anecdote que tu m'as racontée en off sur le basket, parce qu'en fait avant la danse t'as fait du basket. Avant la danse, oui, j'ai fait du basket. Qu'est-ce qui t'a finalement attiré vers la danse ? Comment t'as su que la danse était un peu ta voie ? Alors depuis tout petit, j'ai toujours eu un rapport à la musique et au mouvement. C'est-à-dire que très jeune, lors des réunions de famille, je faisais des spectacles de fin de repas, juste avant le dessert. Je pense qu'on est beaucoup à l'avoir fait. Et j'étais en plus à l'initiative de tout ça. C'est-à-dire que je me prenais mes cousines, mon frère, j'emmenais tout le monde dans ce bordel. Et on faisait des belles pièces, des très, très chouettes pièces que j'ai en vidéo, caméra. Et du coup, effectivement, je pense que je m'étais lancé dans le basket parce que déjà j'avais une copine qui faisait du basket et effectivement j'ai toujours été attiré un peu par le milieu féminin et je voulais suivre cette copine dans le basket, sauf que très rapidement en fait l'univers du basket, les vestiaires hommes-femmes, ça me parlait pas plus que ça. Les matchs tous les samedis, j'étais pas forcément hyper à l'aise avec le fait d'être toujours en combat face à une autre équipe. Et puis je faisais des pirouettes sur les terrains, quoi. C'est-à-dire qu'on me donnait le ballon, je faisais 3 tours et j'essayais tant bien que mal de marquer. Plus mal que bien, mais du coup voilà. Et en fait du jour au lendemain, j'ai une copine qui a fait de la danse et je me suis dit mais en fait c'est ça, je crois que c'est la danse qui m'appelle, et je me suis inscrit dans mes premiers cours de danse à l'âge de 7 ans.
Et à l'époque, c'est vrai qu'il y avait quand même moins de garçons dans les cours de danse, Ouais. je trouve, que maintenant. Comment s'est passée ton expérience en tant que seul garçon dans les cours de danse au début ? Quel souvenir t'en gardes, toi ? Non, bah, plutôt un très bon souvenir. Ça veut dire que quand t'es le seul garçon, t'as majoritairement l'intention de la prof qui se porte sur toi. Donc c'est autant du plaisir que du stress parce qu'on sait qu'on te regarde. J'étais très souvent au centre. Quand les tableaux de gala de fin d'année se montaient, c'était sûr que j'étais au centre. Tout s'articulait autour de ma personne. Le tableau était monté en fonction de moi. Et je me rappelle que ma prof de danse du coup de l'époque, qui s'appelait Cindy Galen et à qui je dois beaucoup, me donnait souvent même un petit solo pendant le spectacle pour que je puisse défendre mon petit bout de gras, quoi. Alors que chaque fille n'avait pas de solo. C'était vraiment que des tableaux d'ensemble. Et moi, j'avais toujours un petit solo. Donc j'ai commencé à travailler seul de mon côté, à devoir lui présenter mes petits solos pour les 15 secondes de battement qu'il allait avoir pendant le gala. Et je faisais mes petites 15 secondes tout seul. Et après, tout le monde revenait. Non, c'était bien. C'était un beau traitement de faveur, quand même. C'était un beau traitement de faveur. T'as pas eu l'impression, du coup, de subir le regard des autres ? Peut-être plus au basket, quand tu dansais sur le terrain ? Oui. Ouais. Ah oui. Mes 3 pirouettes sur le terrain de basket, c'était... Ouais. J'avais plus de jugement que sur mon solo de 15 secondes sur mon gala. Mais subir le regard des autres, non. Pas forcément le regard, mais peut-être plus quand je me racontais. Quand je racontais qu'il fallait que j'aille faire des essayages costumes parce que j'avais un gala samedi, les gens à qui je disais ça ne venaient pas voir le gala, mais ils se disaient toujours c'est trop bizarre, c'est quoi ton gala de danse Voilà, il y avait plus des questionnements, mais en soi j'ai jamais trop subi de regard négatif sur ce que je faisais ou quoi. Ouais, tant mieux. T'as évoqué une sensibilité différente aussi dans ton enfance, avec le côté où t'étais attirée par plus la féminité. La féminité, ouais, exactement. Comment t'as vécu cette entre guillemets différence et comment cela a influencé ton choix de la danse ? En réalité, je l'ai plutôt bien vécu et c'est vrai, je le dis pas assez souvent, mais je le dois beaucoup à mes parents. J'ai eu de la chance d'avoir des parents qui m'ont offert ce que je voulais parce que on va dire que dans les années 90, quand on regardait les catalogues de jouets pour enfants, il y avait une partie rose, une partie bleue. J'étais dans la partie rose. Dans mes commandes de jouets, je voulais des Barbies, je voulais des robes, je voulais pourquoi pas des petits talons de princesse, et j'ai eu. Donc déjà mes parents ont toujours joué le jeu, ils ne m'ont jamais pas offert ce que je voulais, ils m'ont toujours offert ce que je voulais. Donc ma différence, je l'ai toujours bien vécue, je savais qu'il y avait quelque chose qui était de l'ordre du pas commun, mais c'était pas de l'ordre du pas normal. Ouais. Donc je sentais que c'était... J'étais attiré vers tout ce qui était... j'aimais les cheveux longs, j'aimais coiffer, j'avais beaucoup d'amis filles, j'avais peu d'amis garçons. J'avais beaucoup d'amis filles, je comprenais plus les discours féminins entre filles et tout. Quand on fallait jouer à des jeux de rôle, j'étais Prue dans Charmed, j'étais pas Léo, j'étais vraiment toujours une figure féminine. Et j'ai perdu le fil de sa question. Non, après c'était par rapport à la danse. Et du coup, par rapport à la danse, bah effectivement, d'être entouré de tout cet univers féminin, ça m'inspirait et je me sentais à ma place. Surtout que je me sentais à ma place, personnellement, plus que sur le terrain de basket, toujours. Et j'ai une deuxième anecdote que tu m'as fait parvenir, c'est celle au conservatoire, du coup, parce que TMD, c'est conservatoire. Oui, conservatoire, ouais. Sur la variation libre des Pussycat Dolls. Parce que tu m'as dit, parce qu'à l'époque, t'étais dans un univers plus académique, le conservatoire, c'est plus académique. Voilà, ouais, exactement. Et comment mais je venais de l'univers plus modern jazz, voilà. Alors il faut savoir que... c'est passé quoi il faut savoir que j'ai toujours loupé mes auditions pour mes cursus de formation. Toujours été à côté. J'ai toujours présenté quelque chose à côté. C'est bien d'être à côté. C'est bien d'être à côté, ça fait une différence. C'est notable. Voilà. On se rappelle. La preuve, on se rappelle. C'est-à-dire, donc, du coup, moi, je sortais de mes cours de modern jazz où j'étais un peu, on va dire, glorifié, mais sans que ce soit la gloire à proprement parler, mais où j'étais un peu mis sur un piédestal. À cet âge-là. Et on dansait sur du Britney, du Madonna, enfin voilà, toutes les musiques en vogue du moment, et ce pourquoi d'ailleurs je faisais la danse, que j'aimais aussi le rapport à la musique. Et je suis quelqu'un de très pop dans ce que j'écoute. Et donc, du coup, on arrive au conservatoire et les auditions du conservatoire, ça se passe très facilement. C'est-à-dire qu'il y a 3 heures de cours classiques et 3 heures de cours contemporains. Et à la fin, tu choisis dans quel domaine, dans quelle discipline tu veux te diriger de manière plus assidue. Et on te demande aussi de faire une variation libre. Donc moi, variation libre, je sors du modern jazz. C'est libre.
Je suis libre. Voilà. Je suis libre. Et un Julien libre, bah, ça fait une chorégraphie sur les Pussycat Dolls de Buttons. Voilà. J'adore. Et je me rappelle très bien, puisque on passait par ordre alphabétique. Je m'appelle Julien Verdery. Donc Verdery, j'ai toujours été le dernier. Donc j'ai vu tous les candidats, on devait être 30 à l'époque, à auditionner pour le CRR, donc Conservatoire à rayonnement régional de Tours. Donc on devait être une trentaine, donc j'ai vu passer 29 personnes. On était tous dans la salle, tous passés un par un avec des musiques de cliquetis, de vagues, des musiques très contemporaines, très perchées, mais très bien. Oui, il n'y avait pas de jugement là-dedans. Qui correspondaient vraiment à l'univers et à l'univers de chacun. Et je passais, et je voyais les gens passer au fur et à mesure, et je me disais, c'est marrant, ça pas... Ça fait pas comme ça moi. va être trop bizarre là, ça va être bizarre. Et en plus à l'époque on gravait des musiques sur des CD-ROM. Et moi sur le CD-ROM que j'avais que ma musique des Pussycat Dolls, j'avais pas de plan B, pas de plan C. Donc j'étais en mode, je peux pas changer. Et j'ai appris au conservatoire qu'on peut faire des variations sur le silence. Ça c'est le conservatoire qui m'a amené, mais je savais pas qu'on pouvait danser sur un silence. Et je me rappelle m'être dit, on va y aller. De toute façon ta choré tu la connais, la musique tu la connais, t'as envie de défendre ça, donc fais-le. Et j'y suis allé. Et bon, bah, je sais pas si vous connaissez du coup le début de la musique de Buttons, des Pussycat Dolls, mais il y a une grosse pêche. Et il fallait y aller. Et j'y suis allé, et on a été 7 à avoir été pris dans cette... Et ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. Voilà. Ah bah ça s'est très bien passé. Moi j'ai kiffé. Moi j'ai kiffé. C'était mon langage quoi. C'était mon langage. Mais je trouve que c'est même bien pour la suite, tu vois, de se dire, ok, mon langage plaît. Bien sûr. Surtout à ces âges-là où je crois que t'avais quoi, 15. Bah, je suis rentré, j'avais 14 ans. C'est l'âge où on se 14 ans. cherche beaucoup. Hein. C'est l'âge où on se cherche beaucoup, et je venais... j'avais pas fait classique avant, ni de contemporain. J'étais vraiment issu du modern jazz. Donc ça veut dire que la barre classique que je venais de faire en workshop pendant 3 heures avant, c'était les premières fois que je faisais des petites batteries, des battues, que je tenais la barre. C'était à 14 ans que j'ai commencé le classique, donc jusqu'à mes 18, donc j'en ai fait 4 ans. Mais j'avais pas de langage académique à proprement parler, quoi. Et en parlant de danse classique, justement, quelle différence t'as observé entre ta formation au conservatoire, danse classique contemporain, et tes premières expériences dans le monde professionnel, comme par exemple ton premier show à Bercy ? Il y a eu plein de choses. Je pense que moi, le classique, ça a été une discipline que je n'ai jamais emmenée sur scène. Pour l'instant, moi, le classique, ça a toujours été une discipline de cours. Parce que j'ai pas été un danseur classique et j'ai pas poussé l'expérience jusque-là. Donc du coup, pour moi, c'est vrai que le classique, je suis resté dans quelque chose de l'ordre de l'étude, plus que de l'ordre de la scène. Donc forcément, la rigueur, elle est ce qu'elle doit être dans les études, la même que dans la scène. Mais par contre, effectivement, en termes d'efficacité, le classique, j'ai mis beaucoup de temps à l'apprendre. On passe beaucoup de temps à l'apprendre. Et le show que j'ai fait à Bercy, mon premier contrat, donc à mes 18 ans, là, c'était de l'efficacité. Donc là, il n'y avait pas de barre. On arrive, t'as pas d'échauffement, on sort pas ses chaussons de chauffe, on est tout de suite dans la matière à défendre, on rentre dans le truc direct, on a les backstage, comprendre les entrées, sorties. Je dansais avec des Years à l'époque, donc il y avait l'équipement. HMC, je savais même pas ce que ça voulait dire. Passe au HMC, j'étais mais qu'est-ce que c'est et tout. Bah oui, coiffure, make-up, tout ça, costume. Je me rappelle d'un brouhaha juste avant la scène qui était vraiment à l'antipode de ce que j'avais quand on arrivait en classique où c'était silencieux, tout le monde au sol, à se mettre les petits chaussons, le pianiste qui commence à faire ses gammes, parce que moi je dansais avec, c'était un pianiste, un micro de classique, c'était avec un pianiste. Et là, bah, c'était l'euphorie, quoi. Bercy, c'était l'euphorie, mais c'est juste parce que je pense qu'effectivement, le classique, je l'ai pas emmené sur scène. Je pense que ça doit être la même euphorie à l'Opéra de Paris quand il faut défendre son ballet. Mais en tout cas, la rigueur, ça t'a même apporté pour la suite, tu vois, même dans les cours de danse. La rigueur, oui, complètement. Tu dis que t'es pas allé avec le classique sur scène, mais au final, dans le jazz, dans le street jazz, tu vois, tout ça. Ah bah, de toute façon, la rigueur, c'est le maître mot. Voilà, ton corps même, de savoir faire un tour, ça te permet de savoir où est-ce que tu t'arrêtes, où spotter, ça aide finalement. Bien sûr, mais la rigueur, c'est vraiment le maître mot de la danse et du travail en général. Quel souvenir tu retiens de ton arrivée à Paris et qu'est-ce que ça t'a apporté? Si tu veux me dire la connerie que tu m'as dit en off, tu peux. J'ai dit l'expérience du métro et le fait que Paris, ça coûte très cher. Paris, ça coûte très cher. De manière moins formelle, il m'a dit le prix du métro et moins d'argent. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que je retiens de mon arrivée à Paris? Tellement de belles choses. Tellement de belles choses. Déjà, la ville. Moi, j'ai adoré cette ville. Je suis un amoureux de Paris.
Et j'aime Paris avec ses qualités et ses défauts. Il y a des défauts, effectivement, mais on sent Paris. Moi, c'est une ville que j'arrive à sentir sous mes pieds et j'adore le fruit qu'il y a dans cette ville. Et après, en tant que danseur, bah, ça a été la porte ouverte au monde, pour moi, de la danse, parce que quel danseur n'est pas au courant que beaucoup de choses se passent à Paris? Pas tout. Oui. Pas tout. Mais c'est vrai qu'il y a une essence, quand même, à Paris. Il y a une diversité de choix de cours. Moi, je connaissais pas les cours open. Moi, oui, quand t'es en conservatoire, c'est même moi, je suis conservatoire et formation, donc en fait, les cours, je choisis pas mes cours. On m'impose un planning qui est très bien, hein, mais j'avais pas le choix d'aller prendre un cours de tel ou tel style ou de ne pas aller prendre de cours du tout. Et aussi de sortir de ma zone de confort et de me dire, tiens, pourquoi pas aller prendre un cours de talon, pourquoi pas aller prendre un cours de hip-hop, pourquoi pas aller prendre un cours de walking. Enfin voilà, il y avait une possibilité de choix qui était assez incroyable. Rencontrer les autres danseurs. Enfin, parce qu'on sait très bien que dans les formations, on est souvent une petite alcôve, une petite famille, on est au courant du niveau de Claire, on est au courant du niveau de Solène, on sait à peu près les niveaux de tout le monde. Là, on arrive dans des cours où on ne connaît pas la personne qui est à gauche, ni la personne qui est à droite, et on ne sait pas quel est son niveau, on a les yeux qui sont à 180, qui gère la choré, qui gère moins, où est-ce que je me situe, moi, par rapport à tout ça. Donc ça a été beaucoup de choses, beaucoup de vocabulaire aussi, on me parlait beaucoup de réseau. Fallait faire du réseautage. Moi, je savais pas ce que c'était que faire du réseautage. J'étais là, mais je sais pas. Courir un petit peu droite à gauche, les auditions, être 500 aux auditions. Là où moi, j'ai passé des auditions où on était, pour le conservatoire, on n'était qu'une trentaine. Pour l'école du Mans, on était peu aussi. Et puis on n'auditionnait pas pour du travail. On auditionnait pour une formation, donc c'est différent. Là, le fait de sentir le grouillement de personnes qui souhaitent et qui désirent faire ce job, ça a été intense au début, intense, puis comprendre les dossards, les groupes. On connaissait personne. Enfin, moi, quand je suis arrivé à Paris, j'avais, là j'ai 32 ans, je suis arrivé à Paris, j'avais 23 ans, je connaissais peu de gens, donc du coup, t'es seul dans un endroit où il y a 500 personnes, donc c'est... Et puis comment tu te vends? Moi, je savais pas. C'est pareil que passer une audition, comme tu disais, pour des formations et passer une audition pour un job, c'est pas la même audition. C'est pas la même audition. Tu sens que évidemment que le processus est le même, parce que le but c'est d'avoir ta place et de gagner, entre guillemets, ta place, mais c'est comment tu le fais. Puis il fallait comprendre aussi que j'étais dans un schéma très académique. Et du coup, pour moi, à l'époque, réussir une audition, c'était parfaitement faire la choré. Alors qu'on sait maintenant que c'est pas forcément ça qu'on recherche. Mais c'est vrai qu'il a fallu déconstruire ça. Moi, je suis quelqu'un de très académique. C'est-à-dire qu'à l'école, il fallait que je travaille beaucoup pour avoir une note bien. La danse, quand on me disait c'est ça la choré, c'est ça la choré. Enfin, on m'a appris tout ça. Pour moi, je suis de l'ordre de l'exécution. On m'a appris tout ça. Et moi, j'ai développé cette conscience-là qu'il fallait un peu déconstruire en arrivant à Paris. En étant, en fait, non, ton but en audition, c'est pas de kicker la choré. Bien sûr, ça l'est. Mais c'est d'y mettre de la personnalité, c'est d'y mettre de la vie, c'est de vivre de l'interprétation, ton visage, et puis il y avait tout ça. Et puis après... Mais puis maintenant aussi, en audition, le style vestimentaire, il est important. Il y avait tout ça. Moi, je suis arrivé, je mettais des barrettes. Enfin, tu vois, je mettais des barrettes parce qu'au conservatoire, on m'a toujours dit qu'il fallait s'attacher les cheveux. Donc moi, je suis arrivé à des trucs, j'étais complètement à l'antipode de ce qu'on demandait. J'avais limite, je pouvais arriver en académique parce que pour moi, c'était la tenue que je pensais bonne pour aller prendre un cours. Non, mais moi, je me revois en audition avec des tenues, je pense que... Ah non, on s'est planté. Ah non, ça va pas du tout. Dans le mood board, ça n'allait pas. Dans la DA, ça n'allait pas du tout. Dans la DA, ça n'allait pas. Après, c'est une autre époque aussi. C'était une autre époque, il fallait déconstruire, il fallait comprendre. Je pense que... Et c'est pour ça qu'on dit qu'à cette heure-ci, les auditions, c'est une grande source d'apprentissage. Et il faut en passer pour savoir ce que c'est, parce que c'est un travail. Passer une audition, c'est un travail. Mais c'est comme tout, en fait, quand tu débarques quelque part, c'est un travail. Prendre la parole derrière un micro, c'est un travail. Danser devant une caméra, c'est un travail. C'est un travail. Tout est un travail. Le nombre de personnes qu'on peut voir danser librement, et dès que tu fous une caméra, t'es là. Bien sûr. C'est un travail. C'est trop bizarre. Tout s'apprend. Et pour déconstruire tout ça, est-ce qu'il y a des artistes, des personnalités ou des personnes en général qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent le plus dans ton travail aujourd'hui ? Dans mon travail aujourd'hui, déjà dans mon travail même de l'époque et dans ce pourquoi j'ai voulu être danseur, j'ai eu beaucoup de gens. Moi, j'ai été inspiré très fortement par le Brian Friedman et Miguel Zarate, qui sont des pointures en street jazz à l'époque, qui le sont toujours, hein, mais qui étaient vraiment sur le marché... Los Angeles, qui étaient vraiment sur le marché en plus d'une proposition vidéographique, ils avaient toujours des concepts, c'était quasiment les premiers concepts qu'on pouvait voir. Il y avait Camillo Loricilla aussi, que j'adorais...
que j'adorais beaucoup. En walking, j'ai pris un workshop pendant 10 jours en Pologne où j'ai découvert le walking avec Kumari Souraj, que je vous invite à aller voir, qui est une personne absolument incroyable. Bon, maintenant, je crois qu'elle s'est tournée vers quelque chose de plus particulier, mais de plus niché. Mais à la base, j'ai découvert le walking. Moi, j'en ai pas fait une discipline à cette heure-ci à proprement parler, qui est la mienne, mais j'ai découvert le walking par cette femme et c'était absolument génial. Il y a Pedro aussi, Pedro Reis en talons que je trouve absolument divin. J'ai mon petit ami aussi qui m'inspire fortement dans tout ce qu'il fait, entreprend et tout, que ce soit artistique ou même dans le management. Et après, j'ai mes amis, j'ai beaucoup d'amis, Priscilla Villa qui m'a fortement inspiré, avec qui j'ai beaucoup travaillé sur la construction de cours, sur tout ça, sur la recherche. Je m'a fait beaucoup de recherches avec Priscilla. Et tout ça, ça m'a fortement inspiré. Tous mes amis, toi? Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens dans l'entrepreneuriat qui m'inspirent, et il n'y a pas que de la danse dans la vie. Et voilà, mes sources d'inspiration sont assez larges, mais ouais, dans la danse... Bah merci j'ai Jules. cité tout ça. Non, mais c'est vrai. Ça me touche. C'est vrai. Pour Priscilla, il y a son épisode qui est sur le podcast, si jamais vous voulez aller voir aussi ce qui se passe dans la tête de cette danseuse. C'est toujours intéressant, je trouve, d'aller voir, même en règle générale, ce qui se passe dans la tête des danseurs, parce qu'on est beaucoup inspiré par le mouvement, mais d'où ça vient aussi. Quelle est la vision, quel est le message ou pas. Parfois, il n'y en a pas, mais... C'est intéressant de... Des fois, il n'y a pas de message, mais parfois, il y en a. Il y a du travail. Il y a du travail aussi. Il y a du travail, quoi qu'il arrive. Et donc, voir ce qui se passe dans la tête des danseurs, c'est important. Parmi, du coup, toutes les expériences que tu as vécues, les cabarets, Disney, Drag Race, même en clubbing, au cinéma, ouais, bien sûr. Laquelle ou lesquelles t'ont le plus marqué et pourquoi ? C'est vrai que je suis passé un peu, quand je regarde un peu la rétrospective de ma carrière à cette heure-ci, je suis passé par beaucoup de choses. Comme tu as pu le citer, mais je me rappelle d'un appel. Un jour, j'étais dans le RER et je rentrais d'un contrat à Disney, justement, et c'était Inès Van Damme qui m'appelle pour le contrat de Oh là là, Sexy, Crazy, Artistic. Oui, c'est un nom à rallonge, mais il y avait tout ça là-dedans. Et je me rappelle que c'est un contrat que je voulais parce que l'année d'avant, il y avait eu le casting, où Inès a en plus passé le casting en tant que danseuse. Je me rappelle, c'était la première fois que je la voyais, danseuse incroyable, que moi je regardais avec des grands yeux. Et moi j'avais pas été pris à ce casting-là, mais j'avais été voir le spectacle et j'avais adoré ce spectacle, et je m'étais dit, c'était d'ailleurs l'un des premiers spectacles où je m'étais dit, je veux le faire. Je veux le faire. Et donc du coup, de fil en aiguille, ça a été une rencontre avec Raphaël Sergio, une personne que j'aime beaucoup et que j'admire en plus au-delà de ça, qui m'a mis en fait en communication avec Inès, et qui m'a dit, mais tu sais que Jules, on recherche un danseur sur Olala. Du coup, Inès va t'appeler, est-ce que tu serais partant? Le contrat commence dans 1 mois. Et moi, je finissais mon contrat à Disney vraiment le mois d'après, donc ça pouvait enchaîner, j'étais trop content. Et effectivement, j'ai eu l'appel d'Inès qui m'a dit Hello Julien, toute joviale comme elle est. Écoute Julien, voilà, j'ai un contrat à te proposer, c'est sur Olala, ça va jouer à l'Alhambra pendant 4 mois. Est-ce que ça te dit de faire partie de l'aventure? Et moi, c'était inespéré, parce que moi, je lui ai dit, mais Inès, j'ai passé l'audition. C'était inespéré. C'était inespéré. Allez. Elle est très bien. Elle est très bien. Elle est très très bien. Elle est très très dans la blague. Elle est presque Inès... Non. Inès acceptable. Inacceptable. Allez, tu peux pas enchaîner, on coupera. Et donc du coup elle me propose le contrat, et moi je lui dis, mais comme un gosse, que l'année d'avant j'avais passé l'audition, que j'avais pas été pris, et que j'avais été voir le show, et que c'était un show qui me parlait, parce que c'était un show qui mêlait du sexy, de la nudité dans une atmosphère très sulfureuse, et ça me parle, moi, tout cet univers là. Et il y avait en plus de ça beaucoup de numéros de cirque. Il y avait des cascadeurs, il y avait du mât, il y avait du cerceau aérien. Et enfin, je sais pas, c'était vraiment un univers qui me parlait. Et du coup, là, de partir sur le projet sur un simple appel, sachant qu'on connaît les gens qui se font appeler, et toi, t'es toujours là un peu en disant, bah, moi, on m'appelle pas, moi, je suis toujours là à passer un casting et tout. Et là, enfin, ça m'était arrivé, un appel, et j'étais en mode, ah, ça y est, en fait, ça se construit petit à petit, les gens commencent à parler, ton profil, il commence à correspondre sur des choses. Sauf que là, en plus, c'était un spectacle qui était très physique, enfin, très basé sur le physique, et j'avais des petites craintes sur le fait de pouvoir correspondre physiquement à ce projet-là. Et en fait non, bien sûr que ça a marché, et j'ai adoré. On reviendra sur les craintes après au niveau du physique. Carrément. Parce que je pense que t'es pas le seul à avoir des craintes parfois. Non, je pense qu'on est, il y a une belle pelletée. Ouais. Oui, on est pas mal. T'as pas fait que oh là là, t'as fait évidemment d'autres contrats, j'en Bien parlais sûr. dans la présentation, toi aussi dans ton parcours.
Comment tu parviens à t'adapter à des univers aussi variés? Tu vois, je prends l'exemple de Dorothée et Drag Race France. En vrai, j'ai eu des très bons mentors. Déjà, je pense que tous les gens qui étaient au-dessus de moi m'ont toujours beaucoup appris sur le fait de regarder ce qui se passe. Danser, c'est pas juste danser. Danser, c'est regarder. Enfin, souvent les profs disent dans les cours, oubliez pas de regarder, vous apprenez aussi en regardant. Ouais. Et c'est pareil pour le travail. Pour moi, c'est pareil pour le travail. J'ai beaucoup regardé comment les gens interagissaient entre eux sociétalement parlant. Qu'est-ce qui était faisable, qu'est-ce qui était intelligent ou qu'est-ce qui ne l'était pas. Et c'est vrai que du coup, j'ai compris les univers dans lesquels j'allais. Dorothée, je comprenais que c'était un univers assez enfantin qui allait parler à un public qui était nostalgique de ce qui allait se passer à Bercy à ce moment-là. Alors que Drag Race, on est sur un spectacle qui est beaucoup plus actuel, qui n'est pas en plus dans les cordes encore de la société, donc il faut défendre. Il faut pas, là, on n'est pas en train de rappeler des bons souvenirs à quelqu'un, on est en train de cultiver les gens et d'essayer de faire en sorte que ça soit normal. Ouais. Et donc du coup, tout ça fait que, oui, effectivement, on passe par plusieurs états. Mais la compréhension, l'introspection, regarder comment ça se passe, regarder quels sont nos collègues, quels sont nos supérieurs, essayer de comprendre ce qui se passe, en répète, comment se déroule une répétition. Est-ce qu'il y a vraiment la hiérarchie, les danseurs, ou est-ce qu'on peut, du coup, il y a un esprit un peu plus friendly, qu'on peut parler, est-ce qu'on a le droit de parler, tout ça. Et c'est vrai que j'ai cette faculté, et depuis toujours, hein, j'ai cette faculté-là depuis toujours, de comprendre l'univers dans lequel j'évolue au moment T et d'essayer d'y correspondre. Alors pas de manière fausse ou quoi, mais juste parce que j'ai compris. De t'adapter ? J'ai compris où j'étais, j'ai compris avec qui j'évoluais, j'arrive à cerner les gens et à cerner le projet. Et du coup, pour moi, il n'y a pas trop de questions d'adaptation, c'est vraiment juste le flair. Exactement. Le flair et me dire, ok, ça va se passer comme ça, donc je pense que cette attitude-là, elle est bien à adopter. C'est pas faux, hein. C'est pas une fausse attitude, c'est juste l'attitude correcte qu'il faut pour ce projet-là et avec ces personnes-là. Et ce sont toutes ces choses-là qui t'ont poussé à explorer autant d'univers dans la danse ? Ah bah oui, complètement. Ouais, complètement, parce que chaque projet est différent, chaque manière de transmettre un projet est différent, chaque répétition est différente. Ouais. Et effectivement, des fois, alors oui, il y a des projets... Il y a des projets qui se passent plus ou moins bien et du coup, forcément, des fois, on fait l'amalgame en se disant, par exemple, je parle de dates, on va dire des dates de cabaret, des fois, qui sont pas ouf. Et on se dit, je ferai plus de cabaret. Alors qu'en fait, c'était juste une mauvaise date. Tu peux faire un Stade de France qui va être pas ouf et tu diras pas, je ferai plus de Stade de France. Tu voudras refaire un Stade de France. Donc du coup, je pense que c'est vraiment... Au-delà d'avoir dansé dans pas mal d'univers artistiques, c'est surtout d'avoir dansé avec beaucoup d'équipes. Et peu importe le projet, parce que chaque projet est bien. Ouais, complètement. C'est comment le projet est mené. Il n'y a pas de tu peux danser dans une grande comédie musicale et que ce soit très très bien, et tant mieux. Tu peux danser dans une grande comédie musicale et que ce soit le pire des contrats pour toi, et tu seras très content d'aller dans une petite date de cabaret dans le fin fond de Dijon, et ça va être ta meilleure date de l'année. Enfin, le plus important dans les contrats, c'est les équipes. Complètement. Donc c'est ça. Et c'est grave important de le rappeler. Bien sûr, c'est vraiment l'entourage. Faut pas voir que le côté fame et se dire je vais aller... Il n'y a pas que le nom du projet qui est bien. Exactement. Il n'y a pas que le nom du projet. Qu'est-ce qui t'attire dans la danse ? Et comment tout ça définirait ton style ? Moi, ce qui m'attire dans la danse, c'est moi, j'aime les lignes, j'aime le côté sharp, je connais mes qualités, mais j'aime quand c'est structural, quand c'est géométrique, quand c'est anguleux, j'aime le choix de musique sur lequel on peut évoluer, j'aime l'extension, j'aime quand c'est tiré à 4 épingles, pas les chorés tirés à 4 épingles dans le sens où c'est dur, j'aime quand le corps il est étiré, les oppositions, j'aime quand ça fait quand ton bassin va en bas à droite et que ton coude va en haut à gauche, j'aime quand c'est étiré, tout ça. Et qu'est-ce qui, du coup, définirait mon style ? Alors, c'est un peu la question, c'est un peu le travail de 2025. Qu'est-ce qui définirait mon style ? C'est une recherche actuelle. Donc, pour le moment, je pourrais pas répondre correctement ou pas correctement à cette question. Juste que je suis en train de travailler ça, mon propre style, avec toutes les influences que j'ai pu avoir, avec toutes les envies stylistiques que j'ai envie d'y amener.
Et avec tout aussi ce qui se fait, on va dire, sur le marché, pour essayer de pas correspondre à, tout en m'écoutant. Pour se démarquer, c'est Pour se important. démarquer aussi, voilà, mais tout en étant le plus à l'écoute de moi-même, sans forcément créer un style, parce que, non, je suis pas là à dire que je vais créer un style. Tous les styles ont été créés, tout se fait. Voilà, c'est juste du langage et qui est propre à chacun, et il n'y a pas de galère. Créer ton identité à travers la Mais danse. créer mon identité, être en accord avec ça. Donc ouais, pour l'instant, comment je définirais mon style et comment... c'est en pleine recherche, c'est en plein labo, mais c'est super excitant. C'est un beau labo. C'est un beau labo, ouais, c'est un beau labo. Mais ça fait du bien de se rencontrer aussi enfin, d'aller dans cette recherche-là à 32 ans, parce que j'ai toujours été danseur exécutif. Ouais. Donc j'ai toujours défendu les chorés des autres, ou alors j'ai payé des cours pour aller défendre la choré des autres, et c'est trop bien. Bah, c'est trop bien, c'est comme ça que t'as appris aussi. Et c'est trop bien, c'est comme ça que j'ai Bien appris, sûr. mais c'est vrai que j'arrive à maintenant où j'ai envie un peu de faire ma popote et de savoir quelle musicalité j'ai profondément, quel step naturel va venir si on me lance sur tel et tel son. Voilà, de travailler un peu tout ça, et c'est en ce sens que je vais un peu driver mon année 2025. Ouais, et puis comme tu dis, de te dire j'ai 32 ans, il y a aussi une espèce d'introspection qui se fait sur les 10 dernières années de carrière, Bien si ce n'est sûr. plus. Bien sûr. Et c'est beau aussi, je trouve, 10 Et ans c'est de beau. carrière, Ouais, de faire ce point-là. Bien sûr. Bien sûr. Alors, tu pourrais aussi te dire, tiens, c'est marrant, à 32 ans, il n'a pas son vocabulaire chorégraphique. Alors, si, j'en ai. Si, j'en ai. Mais à cette heure-ci, effectivement, j'en ai pas pour teacher, j'en ai pas pour apprendre. J'ai mon vocabulaire. On a tous un vocabulaire, peu importe. Mais c'est vrai que de partir dans une sorte de vocabulaire créatif, donc pour de la création, que ce soit pour un cours, pour une vidéo, pour une pièce. Non, à cette heure-ci, c'est un domaine dans lequel j'ai pas encore travaillé, de sortir mes propres créations. J'ai fait quelques vidéos, évidemment, en promo et tout, mais c'est pas... Là, il faut étayer le vocabulaire maintenant. Et puis même, tu peux avoir Faut du y aller. vocabulaire et ne pas du tout avoir envie d'enseigner. Je le dis. C'est ce que j'avais. Je le dis aussi. C'est-à-dire Ouais. que de l'enseignement est derrière aussi de la pédagogie. Oui. Et ça demande, tu vois, comme tu disais, de l'expérience, de l'observation. Ok, Bien sûr. j'ai vu comment ça se passait. Et voilà, t'es pas obligé. Et puis, tu peux avoir trouvé ton vocabulaire aujourd'hui, et dans 5 ans, il va changer. Et complètement. Parce que t'auras fait, j'en sais rien, Mais des mises à jour, il y en a de tout le temps. l'escrime, et que l'escrime, ça t'aura inspiré Ça dans ta m'aura danse. inspiré En un fait, step. Non, mais enfin, bien voilà, sûr, c'est- il y a toujours... la danse, c'est que des mises à jour. Hein. Ah bah oui, C'est que des mises à jour, ou remises en question, mises à jour, c'est la même chose. Hein. Le talon aussi, ça a eu une place spéciale dans ton univers. Qu'est-ce que ça représente pour toi, cet art, et en quoi il est lié à ton cheminement personnel? Alors c'est vrai que le talon, on en parle beaucoup depuis, j'allais dire en ce moment, mais ça fait un moment qu'on en parle. Moi, pour faire juste une petite rétrospective sur mon cheminement personnel, effectivement, si je me rappelle à quand j'étais gamin, cette esthétique féminine dont je parlais au début du podcast, où je portais des robes, où je mettais des talons, effectivement, il y a une sorte d'assouvissement aujourd'hui de pouvoir le faire librement et de pouvoir le danser. Faut pas oublier que je suis issu de la pop culture. Donc du coup, quelles sont les images vidéographiques que j'ai vues? J'ai vu du Britney, j'ai vu du J-Lo, j'ai vu du Lady Gaga. Donc tout ça, il y avait une finition de jambes en talons que j'adorais. J'adorais l'esthétique. Et petit aparté, quand j'étais en cours de classique, je voulais faire des pointes. Ouais. Faire des pointes parce que je comprenais pas pourquoi les garçons pouvaient pas faire de pointes, ça avait l'air extrêmement dur. C'était les filles en pointe et les garçons en cours de grand saut. Donc moi j'ai réussi à avoir des pointes noires, donc je m'étais acheté des pointes noires et je faisais des pointes. Et donc du coup ça a été un peu pareil pour le talon. Pourquoi les filles devraient plus galérer, on va dire, dans les grands titres en talon, alors que nous les gars on est toujours bien à plat. Ça s'est grave démocratisé d'ailleurs. Hein. Ça, Maintenant, tu viens en tant que danseur, même t'as envie d'aller prendre un cours de jazz, t'as envie de foutre des talons. Mais bien sûr, mais parce que au-delà du côté un peu mode qu'il y a dans le talon, c'est super dur les gars. Ouais. Faites des cours de talons. Non mais c'est super dur d'être en demi-pointe constamment. Ouais. Alors oui, on a un poids de corps qui se repose sur le talon. Mais on est quand même sur une cambrure du pied. Enfin, je veux dire, on joue sur la base des orteils et 1 cm carré de talon derrière, quoi. Donc c'est super dur et les lignes sont très très dures et la danse c'est dur. Ouais. Et la danse en talon c'est encore un chouïa plus dur. Ouais. Parce que les inclinaisons, les tours, tout est dur. Mais c'est pas impossible. Ah non, c'est pas Faut impossible. travailler. Non, c'est pas impossible. Ouais.
Et donc moi, au-delà de ça, oui, c'est vrai que le jour où j'ai mis mes premiers talons, d'ailleurs je pense que je ressemblais aux vidéos iconiques de mannequins qui se cassent la gueule avec les jambes qui flageolent, je pense que c'était ça. Bah ouais, mais elles sont fortes, hein. Ouais, bien sûr. Parce que c'est pas évident, hein. Bien C'est sûr. pas évident. Et en fait, j'ai commencé à aimer. J'ai commencé à aimer la ligne que ça rendait sur moi. Ouais. Bien sûr qu'il y avait un rappel du passé, à me dire tiens, le côté féminin, j'aime ça, est-ce que ça va me permettre de m'assumer encore plus? Et oui, bien sûr, et d'autant plus qu'il y a eu des grandes figures de talons qu'on connaît tous, qui ont permis aussi la démocratisation visuelle, déjà, et ensuite la démocratisation en cours, de faire des cours de talons. Il y a eu tout ça qui m'a permis de m'émanciper justement et correctement au bon moment. Je pense qu'il y a le bon moment aussi. Il y a beaucoup le temps. Le temps est un gros vecteur dans la carrière d'un artiste. Ouais. Et donc, du coup, c'était le bon moment pour moi de mettre des talons et de commencer à expérimenter cette discipline. Et j'ai adoré. Et je me sens bien perché sur des talons. On est bien finalement perché. Et parce qu'en plus, maintenant, ce qui est trop bien, c'est que je travaille. Il n'y a pas que le cours en talons. Moi, je suis un garçon qui travaille aussi en talons. Je bosse avec une artiste qui s'appelle Sam Kweli, qui est un show en talons. Dernièrement, j'ai bossé sur Drag Race, chorégraphié par Mimi, qui est un show en talons. Donc en plus, maintenant, au-delà du cours de talons, les garçons peuvent travailler en talons et aller sur scène en talons. Complètement. Et enfin... Donc c'est peut-être difficile, mais en tout cas pour les danseurs amateurs qui nous écoutent, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Il y a plein maintenant de cours débutants en talons, donc si vous avez envie d'aller prendre des cours de talons, peu importe votre orientation sexuelle, parce que ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Allez-y, franchement, essayez, kiffez, et ça se trouve vous allez pas kiffer, et Bien c'est sûr. ok, et ça se trouve vous allez kiffer, et ça va peut-être être une révélation, et comme tu disais, vous permettre de vous assumer, donc c'est trop bien. Je parle du fait de s'assumer, et je reviens sur les craintes que tu avais par rapport à la taille aussi et ton apparence physique, par rapport à l'appel de oh là là, etc. Ouais. Comment t'as appris, toi, à gérer ces insécurités dans un milieu parfois très normé comme celui de la danse ? Alors, les gérer, c'est... Je pense que... Je sais pas si à ce heure-ci, j'ai appris à la gérer. Par contre, j'ai appris à faire avec. C'est comme ça. Je peux pas gérer quelque chose qui est ingérable. Je peux pas gérer ma taille. Oui. Je peux pas gérer ma taille. Je suis un danseur qui est dans les dictats petits. Je fais une taille médium, hein. Je fais un petit 1m70. Mais effectivement, dans les standards de la danse, je suis petit. Ça m'a valu Et je suis fin. Enfin, je suis un danseur qui est physiquement assez fin. Alors, je me bute à la salle, hein, parce qu'il le faut et parce que j'ai appris à aimer. Pour avoir au moins un corps tracé. Mais c'est vrai que je suis pas un danseur mastoc et développé. Mais je suis très bien. Je me sens très bien. Ouais, c'est le plus important. Il y a des trucs plus importants que ça. Au-delà de ça, tu travailles, donc ça veut. Bien sûr, mais effectivement, j'ai travaillé mon corps en ce sens-là aussi. Il a fallu un moment sur Oh là là. Je me rappelle que le metteur en scène m'a dit qu'il fallait que je travaille ce corps-là. Au bout d'un moment, il fallait y aller. Donc, je me suis mis à la salle. J'y allais très très fortement pour avoir les pecs gonflés, tout ce qu'il fallait au bon endroit. Au début, je l'ai fait vraiment pour correspondre visuellement à ce qui était demandé. Et après, j'ai appris à aimer le sport et maintenant, je n'arrive pas à m'en passer. Mais c'est vrai que la taille, donc le corps, je peux le changer, effectivement, avec plus ou moins de volonté, on peut le changer. Enfin, moi qui n'ai pas de souci, en tout cas, sur ça, je peux travailler mon corps. Par contre, la taille, c'est-à-dire que même à la lecture d'un avis d'audition, je suis déjà hors catégorie. Mais moi aussi. Voilà, tu vois, donc voilà, on est tous... tu lis ton truc recherche danseuse à 1m75, bon ça y est, déjà tu ne passeras pas le casting. Est-ce qu'on peut se faire une confidence ? Bien sûr. Est-ce que t'as déjà rajouté 2 cm sur ton CV ? Bien sûr, ils y sont toujours. J'ai pas déjà rajouté, ils sont actuellement sur, bien sûr. Parce que moi, des fois, quand on me demande ma taille, je dis, tu veux laquelle ? Ouais, c'est ça. Non, mais on a tous 26 tailles. On a 26 tailles pour chaque projet. J'ai une taille par projet. donc tu choisis. Voilà, donc faites-le, c'est normal. Mais parce que au-delà de rechercher c'est évident que c'est normal qu'on veuille, en tout cas que les metteurs en scène veuillent des critères physiques. Enfin, c'est normal. Oui. Dans une éthique dans une direction artistique, je comprends tout à fait qu'il y ait besoin de critères. Mais par contre, on est quand même dans une audition de danse où même un petit, tu peux le voir danser, il peut être trop bien. Complètement. Il peut être trop bien et il aura peut-être même une place que tu n'auras pas pensé.
à laquelle le metteur en scène n'aurait pas pensé dans le spectacle. Ah, mais en fait, peut-être qu'on peut voilà, tout peut s'acclimater, tout peut se coudre autour de quelqu'un, tout peut, donc... Ça arrive, ça s'ouvre. Voilà, ça ça s'ouvre de plus en arrive, plus. ça s'ouvre. Mais oui, moi je me rappelle très bien, quand j'ai commencé le cabaret, j'ai entendu dire, mais Julien, on le verra pas, on va le peindre dans les plumes. Bah oui, bon t'inquiète pas, j'en sortirai des plumes. J'en sortirai, je danserai quoi qu'il arrive. Et j'ai réussi à faire du cabaret. Pourtant, c'est vrai que en cabaret, les danseurs sont grands, parce que les danseuses sont grandes. Et j'étais quand même là, tu vois. Et je me rappelle aussi d'une chorégraphe qui s'appelle Odile Bastien, à qui je dois beaucoup. Lors du spectacle sur lequel j'étais à l'INM, il y avait un tableau qui s'appelait Erotica, donc qui était une sorte de trio très sexuel. Je pense que ça porte bien son nom. Voilà, voilà, tout est dans le nom. Entre deux garçons et une fille, et qui était bourré de portées, parce que le tableau s'articulait autour d'un lit à baldaquin, donc il fallait faire des portées sur un matelas. Enfin bref, là, on faisait voltiger la fille dans tous les sens. Et en fait, personne ne croyait en moi parce qu'il fallait faire beaucoup de portées. Il y a que Odile qui m'a dit non, mais je veux que Ju fasse le tableau. Et elle m'appelait Séquette, d'ailleurs, à l'époque. Donc Séquette pour le côté sec, tellement que j'étais fin, on aurait dit un phasme. Parce que j'avais 18-19 ans. J'étais vraiment fin. Elle m'appelait Séquette et elle m'a poussé. À chaque portée, je tremblais. À chaque portée, je tremblais parce que j'avais peur. Je me suis dit... Parce que le porté, en soi, n'était pas compliqué. Mais si je le loupais... T'as ta partenaire aussi en Voilà, si je le loupais, j'avais peur pour ma partenaire et j'avais peur qu'on me dise « Mais c'est normal, regarde son corps. » Aussi, ouais. Alors que c'était pas ça. Un porté, ça peut se louper même si t'es Golgoth. Hein. Enfin, y a pas... Non, mais tu peux être très fort et tu peux louper ton porté parce que t'es plein de muscles aussi. Y a pas un porté, faut pas oublier que c'est pas parce que le danseur, il est musclé, c'est pas parce que le danseur il est fin, c'est juste parce qu'on a compris où était le centre de la danseuse et du danseur. C'est un travail à deux. Position, finalement. De position et de partnering et de compréhension de l'autre. C'est des répétitions en portée. Il y a des portées qui sont très très dures, mais tu vas les réussir parce que tu les as répétées. Et pas parce que tu as été au sport le matin et que tu prends des protéines. Grave. Et pas parce que ta danseuse elle est fine non plus. Regarde, des fois en audition, quand on demande de nous mettre par deux, on connaît pas. On connaît pas la personne. On connaît pas. Et pourtant, tu pourrais réussir ce porter avec quelqu'un Bien d'autre sûr. et inversement. Et puis quand tu découvres une autre personne, en termes de taille, de poids, d'énergie Bien aussi, sûr. tout ça, c'est des choses qu'il faut régler. Il n'y a pas de règle. Non, il n'y a pas de règle. Dans les portées, il n'y a pas de règle. Donc ouais, moi effectivement, au début, je voyais bien les filles qui venaient faire des portées avec moi en mode « Non mais je vais être trop lourde. » Alors non. Alors on verra. Peut-être que oui. Mais c'est juste parce qu'on n'aura pas assez répété qu'on n'aura pas rendu la chose facile. Mais c'est pas que t'es trop lourde ou c'est pas que je suis pas assez fort. C'est juste qu'il faut qu'on le répète. Parce que moi aussi au début, quand j'ai commencé la danse, j'ai dit « Oh là là, ça va être trop dur. » Puis ça devient de plus en plus facile. Ouais, puis surtout ce que tu te dis, ça devient ta réalité aussi. Donc il faut faire Exactement. attention à nos pensées. Exactement. Puis je ferai une parenthèse là-dessus aussi, mais est-ce que ce que tu te dis, tu le diras à quelqu'un aussi ? C'est ça. Non, mais non. Bah non. Et des fois, on est grave dur avec mais nous. Bien sûr. Moi, je n'irais pas dire à une nana, t'es trop lourde. Bah ouais. Non. Et pourtant, les gens le pensent. Je dirais pire. Tu me saoules. Non, je dirais pas. Non, je sais que tu rigoles. Mais ouais, on est dur quand même. Mais on est dur. Faut pas arriver avec cette pensée de se dire je vais pas y arriver, je suis trop comme ci, je suis trop comme ça. Parce que souvent, la perception qu'on a de nous-mêmes, elle est très très erronée. Je parle de quand on a des perceptions négatives sur nous. Exactement. Voilà. Mais voilà, pour en revenir sur le physique, ouais, c'est vrai que c'est pas... quand tu fais pas partie des standards de recherche, déjà que la danse, c'est un combat, c'est une lutte. Alors, pas une lutte en mode on est là dans la tête dans la terre, c'est pas ça, mais c'est quelque chose où il faut se forger une carapace de combattant, quoi qu'il arrive, pour y aller. Et effectivement, quand t'as pas le physique normal, on va dire, de ce que eux pensent normal, tu te bats un peu plus. Ouais. Voilà, mais tu te bats par la danse. Exactement. Par contre, tu te bats pas... pas avec les autres. Pas avec les autres, et pas juste parce que t'as un physique qui déjà correspond, donc il y a déjà 50% du travail qui est fait, et donc tu te bats avec que 50% de danse. Moi, en audition, je me suis toujours battu avec quasiment 90% de danse. Et pas en ayant conscience que j'avais 50% physique et 50% de danse. Non. Moi, j'arrive, je sais que je corresponds pas. Physiquement, je peux très bien ne pas correspondre. Exactement. Donc, je me bats qu'avec ma danse. Et tout ce que j'ai réussi à booker, ça a été grâce à la danse. Donc, c'était... C'est encore plus valorisant, je trouve. Ça fait du bien. Aussi, ouais. Voilà, ça fait du bien de se dire... Ouais, exactement. Pas que pour ton physique. Exactement. Quoi. Et que t'as travaillé derrière et que c'était pas un coup de chance. C'était pas un coup de chance, non. Non, on a bossé la zone. On a bossé. On a travaillé. Hein. On a travaillé, ouais, on était là. On vient de loin. On vient de loin. En parlant de lointain, David, je rebondis un peu sur l'avenir.
Ouais, je fais des transitions incroyables. Là, c'est dur pour toi C'est aussi, dur, tu hein. mènes ton bateau toute seule, là, t'es devant, là, moi, je suis... Je regarde je fais un check pour voir si les caméras sont allumées, tout va bien. Quelles sont les premières étapes que tu aimerais franchir pour sortir de ta zone de confort pour l'avenir? Parce que tu sais, un jour ça va s'arrêter, notre carrière. Ouais. Je pense pas que la danse ça s'arrêtera. Non, mais la carrière, scène, la d'être scène sur s'arrête. scène, ça, oui, ça va s'arrêter. Il y a un rythme physique qui s'arrête aussi. Oui, voilà. Comment on anticipe, tu vois, sa condition physique qui peut peut-être s'amoindrir voilà. Quelles seraient, toi, ces étapes Déjà, ça fait peur de se dire que d'un jour, voir ses capacités diminuer. Alors, on n'est pas là... Je rampe pas, hein. Mais c'est vrai que là, à mon âge, il y a des cadences qui sont plus dures que des cadences de l'époque. Mais c'est ok, je les gère. Il y a pas de... je suis pas... j'ai pas besoin d'un défibrillateur. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont plus dures et il faut se l'avouer aussi, c'est normal. On a dansé, moi ça fait... j'ai commencé la danse à 7 ans, donc ça fait plus de 23 ans que je danse, avec 15 ans de carrière, avec un apprentissage. J'ai appris je sais pas combien de spectacles. Un cerveau qui est toujours en rumination, une conscience de se lever le matin pour aller passer un casting. Enfin, tout ça, effectivement, ça arrive à épuisement. Et peut-être des fois aussi, à un moment de lassitude, je pense que il y a un moment, ce rythme-là, il est un peu lassant d'être toujours à se dire « Ok, il faut que je fasse ça, je vais faire ça, il faut faire ça. » Non, je pense qu'il y a plein d'autres choses, il n'y a pas que la danse. Il n'y a pas que la danse. Et c'est très dur d'en sortir parce que ça reste une zone de confort, comme tu l'as dit. Et ça reste ce pourquoi on a étudié. Et c'est trop beau comme art. C'est trop beau. On a trop de la chance de le faire. Et qu'en plus, on est en France, on a l'intermittence qui nous permet de faire ça. Et c'est une chance incroyable d'avoir ça. Mais tu vois, pardon, je te coupe, mais tu dis que la danse, c'est une zone de confort, mais en même temps, c'est ultra inconfortable. Salé, mais tu vois mais je pense comme beaucoup de choses, vu que c'est le seul domaine dans lequel j'ai évolué. Donc ça reste alors oui, c'est sûr que pour le commun des mortels, ou ce qu'on appelle dans le jargon du réseau les moldus, oui, la danse c'est hyper inconfortable parce que il y a l'avenir est incertain, le planning n'est pas le même, le salaire n'est pas le même de mois en mois, il faut courir les castings, on passe 50 000 entretiens d'embauche alors que quand t'as un CDI t'en passes qu'un. Alors oui, effectivement, oui, c'est inconfortable, mais moi c'est comme ça que, enfin moi, nous tous, c'est comme ça qu'on a mené notre carrière. Complètement. Et cet inconfort est devenu un peu un confort. Et donc du coup, d'en sortir, moi je pense que demain, c'est pas parce que j'ai passé 56 000 auditions que demain je passe un entretien pour un CDI, je vais pas être en angoisse parce que je ne sais pas, moi, passer un entretien en CDI, je sais danser devant quelqu'un qui recherche un danseur, mais j'ai passé une seule fois un entretien d'embauche pour un CDD pendant le Covid, pour de la parfumerie. Première question, c'est « Ok, monsieur Verdury, quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts ?» Mais j'en sais rien. Dans une entreprise. Ah, mais j'en sais rien. Enfin, moi je danse. Tu vois, et dans l'univers d'entreprise, je ne sais pas quels sont mes qualités et mes défauts. Donc en fait, on nous demande pas du tout la même chose. Donc bref, pour en revenir un peu à la question, ça se met en place aussi dans ma tête. J'essaye de voir qu'est-ce qui me tenterait de faire à l'avenir. Je pense que bien sûr, le domaine artistique restera toujours là. Ouais. On aura toujours une patte là-dedans, mais tout le temps. Après, voilà, là, je vais peu à peu me diriger vers de l'enseignement parce que j'ai envie d'apprendre, de transmettre. J'ai envie d'avoir des gens qui soient là parce qu'ils aiment ma matière, parce que c'est quelque chose qui leur va, ça va être libérateur. Comme moi, j'ai pu prendre des cours qui m'ont libéré et parce que c'est des valeurs que je recherchais dans ces cours-là. Voilà, j'ai aussi envie de donner ces clés-là, enfin les clés que j'ai eu la chance d'avoir à d'autres gens, peut-être d'autres garçons, des filles, enfin peu importe, tout le monde. Donc j'ai envie de donner ce que moi j'ai pu vivre dans les cours à tout le monde et donc après on verra, ça peut être aussi du management, ça peut être de la direction artistique, voilà, il y a plein de choses pour l'instant, c'est en train de se construire dans ma tête, c'est un peu le bazar, parce que je pense que l'avenir d'un danseur, et j'ai l'impression que si on pose la question à beaucoup de danseurs, c'est le bazar et il faut l'accepter. Mais je pense que tout avenir de sportif de haut niveau, c'est le bazar. C'est le bazar parce que tu sais que tu as des carrières entre guillemets courtes. Oui. On nous a fait croire que la carrière se termine à 30-35 ans, pas du tout. Ta carrière, si tu as envie de la continuer jusqu'à 60 ans, tu peux. Mais tu as toujours ce truc de ah ouais, et après. Et après, bien sûr. Et puis se dire au revoir aussi à sa carrière. Dire au revoir à sa carrière. Après, moi, je sais que je vis avec quelqu'un qui lui sait
pertinemment ce qu'il aimerait faire dans 10 ans et qui sait peut-être pas ce qu'il va faire demain. Par contre, moi, je sais ce que je vais faire demain, mais je n'ai absolument aucune idée de ce que je vais faire dans 10 ans. Voilà. Et il faut l'anticiper. Donc là, j'ai 32 ans. Je suis pas vieux. Non. Je suis pas vieux. Mais une carrière, ça peut s'arrêter à 35, 40 ans. Donc voilà. Donc là, je suis dans l'anticipation de ça, de savoir qu'est-ce que je ferai du reste de ma vie. Parce que l'après. Voilà, parce que la carrière du reste de ma vie sera peut-être la plus longue que ma carrière de danseur. Ouais. Donc il y a encore 20 ans à tirer, 23, je sais plus combien la retraite c'est. Il y a encore au moins 23 ans à tirer derrière. Donc en fait, c'est un autre gros chapitre. Et je dis pas que je veux que ce chapitre soit aussi incertain que celui de la danse, parce qu'il y a quelque chose qui m'excite là-dedans. Mais je veux qu'il soit un peu plus construit que ce que j'ai commencé à faire dans cette carrière-là, qui est, bah forcément, c'est ta première vie. Donc ta première vie, tu y vas, tu manges de tous les côtés, tu fais tout, c'est déconstruit, construit, puis ça se construit, puis ça s'affine. Puis en fait, à la fin, tu te dis, ok, en fait, je veux quelque chose. Ouais, voilà, je veux... Donc là, je suis en plein là-dedans. Comment tu gères les moments de doute et les échecs ? Qu'est-ce qui te motive à persévérer ? J'ai toujours assez bien géré les échecs, parce qu'il y en a eu. Il y en a pas mal, mais d'ailleurs que ce soit dans la danse ou dans la vie personnelle. Il y a eu beaucoup d'échecs dans la vie personnelle aussi. Mais j'ai toujours su rebondir. Moi, les échecs, ça a toujours été une force pour moi. Alors, ce serait un peu démago de dire que j'aime ça, mais dans l'échec, ce que j'aime, c'est s'en remettre. C'est tout ce qu'on acquérit dans la reconstruction de l'échec. Je trouve que c'est incroyable. On a une force, on se sent bien, on se sent plus fort que tout le monde, on se sent plus fort que son soi d'avant. Donc l'échec doit faire partie d'une carrière pour une bonne remise en question, pour une bonne construction. Et parce que, en fait, oui, il faut échouer. Complètement. Il faut échouer, mais dans n'importe quel domaine. Il faut échouer, exceller dans tout, réussir. C'est trop stylé. Et franchement, je sais pas à qui ça arrive, mais si ça arrive, c'est trop bien. Franchement, chance à vous. On peut tout faire, hein. Franchement, on peut tout faire. Mais échouer, moi, ça m'a valu des gros moments de solitude. Ouais. Et j'ai appris aussi à aimer ma solitude, à savoir qu'est-ce que j'étais en étant seul chez moi, plutôt qu'en étant toujours dans l'euphorie de Paris, aller faire des cours, des soirées après les cours, des workshops, des petites scènes à droite à gauche, enfin d'être toujours dans cette euphorie permanente. Et je me suis rencontré dans les moments de solitude, dans les échecs, dans comment rebondir. Est-ce que cet échec-là va me dire « Oh bah écoute, ça m'a saoulé, vas-y j'arrête ». Non, pas du tout. Moi, les échecs, ça m'a toujours donné de la force. Donc ça m'a toujours permis de rebondir. Et c'est dans les échecs que j'ai vu d'ailleurs que la danse était réellement ma passion, parce que j'ai pas eu à faire autre chose. Donc, Et qu'est-ce qui te rend heureux ? La question... à 1000 points. La question d'une largeur. Qu'est-ce qui me rend heureux ? En réalité, ce qui me rend heureux, c'est de regarder le chemin parcouru. Je crois vraiment que c'est de regarder le chemin parcouru, l'audace qu'on a tous, les artistes, de dire un jour je vais faire de cette discipline mon métier. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui rigolent, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas. Même nous, hein. Moi, au début, quand j'ai choisi mon orientation, je comprenais pas ce que ça allait être. Moi, je faisais juste de la danse le mercredi à 15h, t'as les larmes, tu vas me faire pleurer. Oui. Moi, je comprenais juste que c'était de l'art et c'était moi, je faisais de la danse parce qu'on me disait que j'étais fort. Si on m'avait dit que j'étais fort en maths, j'aurais peut-être fait des maths. Mais c'est la discipline où on m'a fait le plus de compliments, donc je suis allé là-dedans. De regarder toute la rétrospective de ma carrière, de regarder les gens qui ont cru en moi. J'ai peu de gens qui ont peu cru en moi. Donc ça m'a jamais freiné. Mais de regarder la libération que j'ai eue, que je suis maintenant aujourd'hui, la personne que je suis aujourd'hui grâce à la danse, je pense que c'est ça qui me rend profondément heureux. De me dire que waouh, il y en a eu du chemin parcouru. Et ce chemin-là, tu l'as fait tout seul parce que tu as juste parié un jour que tu allais faire de la danse. Et la danse, ça se fait seul, alors que tu es toujours entouré. La danse, ça se fait dans un miroir, alors que tu n'aimes pas forcément ton reflet. La danse, ça se fait devant des gens, alors qu'ils ne te connaissent pas forcément et qui te jugent. La danse, c'est
il y a des moments durs dans la danse. Et tout ça, quand tu fermes la porte de chez toi, bah, il y a le silence, il y a le... Ok, qu'est-ce que je suis, qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de donner. Et vraiment, je pense que les armures qu'on a et la ténacité qu'on a à être danseur, à être artiste tout court, parce qu'il n'y a pas que la danse, Ouais. à être chanteur, à être comédien, à travailler dans les théâtres, enfin, toutes ces personnes-là, bravo. Mais ouais, ce qui me rend heureux, c'est vraiment, je pense, de regarder qui je suis. Et en fait, c'est juste de voir que l'évolution d'un Julien petit à moi maintenant, elle était juste logique. C'était ça. Et qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil à ce Julien petit qui faisait des pirouettes sur un terrain de basket et qui était peut-être pas au bon endroit? Bah, de mettre un panier déjà. Essaye de faire un petit panier, au moins de marquer 2 points. Parce qu'au basket, je crois que ça se compte, c'est 2 points par 2 points. Je crois que c'est ça. Un panier, Écoutez, c'est si 2 on a points. des basketteurs qui nous écoutent, Ouais. mettez dans les commentaires. Je crois que c'est 2 points. Je dirais que tu vas faire que les choix que tu vas faire, ça va pas être les choix les plus communs, mais que t'as de la chance parce que personne ne va te dire que c'est des choix qui sont pas communs. On va juste te dire ok, et vas-y, parce que ça va être le bon choix. Et ensuite, je pense que je dirais, tu vas passer par beaucoup de moments intimes assez intenses et forts, mais parle-toi et essaye d'être moins psyché que ce que le monde t'apporte. Juste écoute-toi et fais-toi du bien, va là où ça te semble sentir bon, et va là où... Libère-toi de tout ce qu'on a pu t'apprendre, libère-toi de tous les codes de la société, et ça va marcher. Et fais-toi confiance, parce que moi je suis quelqu'un qui me fait peu confiance, ce qui est assez bizarre, parce que je donne beaucoup de conseils à mes amis. Enfin, je sais que je peux être un très bon bras droit, je suis un très bon assistant, je sais que je suis un très bon assistant. J'ai beaucoup aidé. J'ai aidé beaucoup de personnes sur des chorégraphies, sur des vidéos, j'ai fait du montage vidéo, j'ai fait un peu de photo à une époque où la photo donc j'ai aidé beaucoup de gens. Je sais que j'ai souvent été un peu l'eau de la plante, tu vois, qu'il fallait arroser. Donc du coup je connais ma propre valeur, et je dirais à ce petit Julien, mais gars, tu vas aider tellement de personnes que ça va te faire du bien. Déjà, ça va te faire du bien de faire ça. Et ça va t'aider à être la personne que tu vas être demain, plus tard, et ça va te faire du bien, ça va te valoir que du bon. Yes. Que du bon. Fais-toi confiance, Julien. Ouais, c'est important. Ouais, mais c'est dur, on le sait. Et puis il y a l'apparence. Il y a l'apparence, il y a... Mais se faire confiance, ce sera quoi qu'il arrive le travail d'une vie. Complètement. C'est pas juste se faire confiance en se disant je suis capable de danser seul pour une vidéo, c'est pas ça, c'est un vrai travail profond, perpétuel, qui est admirable chez certaines personnes, et je trouve ça absolument incroyable. C'est trop beau, quelqu'un qui se fait confiance. Donc voilà, on empile les Legos, mais on va avoir une belle tour de confiance. Yes. Comment t'imagines ta relation avec la danse dans 10-20 ans? Parce que je sais que, tu vois, on a parlé de tes envies de consacrer davantage à la création, à l'enseignement, à la direction, le management. Voilà. Comment tu te vois avec tout ça dans 10 ans? Je pense que la danse, ça fera pertinemment partie de ma vie, même si ce sera plus l'art avec lequel je discuterai, on va dire. Je pense que je peux manager de la danse, on peut driver de la danse, on peut gérer des projets, même si c'était dans l'événementiel. La danse, c'est toujours en quelqu'un. Ouais. Quelqu'un qui a dansé, la danse, ça s'en va pas. Enfin, je pense pas que la danse quitte le corps, même d'une personne qui est dégoûtée par le métier. C'est trop profond, ça a été trop de travail, ça a été trop de sacrifices pour qu'on puisse plus être amis, elle et nous. Mais mais la danse sera toujours là. Je pense que ouais. Non, il y aura toujours de la danse. Il y aura toujours de la danse quelque part. Tu parles de management. Est-ce que tu aimerais bien, du coup, te diriger vers le management artistique? Oui, pardon, excuse-moi. Oui, non, tu voulais dire Non, vas-y. C'est quoi pour toi un bon manager?
J'aime le management parce que ça m'est arrivé de driver des équipes, de faire des castings, de rechercher des gens qui correspondent pour des projets. Et je trouve que du coup, l'œil s'affine vachement et ça fait du bien Alors, ça fait du bien égoïstement d'être de l'autre côté de la table, on va pas se mentir. Même si c'est pas un moment agréable. C'est parce que moi je me suis rendu compte en faisant passer des castings que un casting c'était quand même c'est dur, c'est pas ingrat parce que il faut passer là, mais waouh, enfin de voir tous les danseurs se présenter pour du travail avec un numéro, c'est franchement la place derrière la table d'un casting, c'est pas évident. Et ensuite c'est le choix en fait, c'est essayer de trouver le danseur qui correspondra au mieux à ton projet. C'est pas évident aussi quand on voit beaucoup. Donc c'est un travail qui est très dur mais que j'ai trouvé hyper intéressant. Et ensuite manager les équipes, moi j'ai adoré, là j'ai géré dernièrement un 31, j'ai adoré être entouré, bon là c'était des amis pour le coup, mais j'ai adoré être entouré de mes amis, de leur apprendre un spectacle, de les former sur ça, de leur imprimer des conduites costumes, conduite du déroulé de show tout simplement. J'ai adoré leur donner des petits conseils sur attention, tu vois, à mon avis fais ça comme ça parce que moi ça m'est déjà arrivé dans ce spectacle là, donc enfile d'abord tes chaussures avant le pantalon, enfin tu vois, j'aime trop être comme ce que je disais tout à l'heure, être de bons conseils en fait, être de bons conseils. Et pour moi un bon manager c'est quelqu'un qui, il y a des managers qui viennent pas de la danse, donc ça c'est autre chose. Mais souvent, dans le process d'évolution, le manager peut être un ancien danseur. Et je pense qu'un bon manager, c'est celui qui se rappelle des plans. C'est celui qui se rappelle comment ça s'est passé en tant que danseur. C'est celui qui se rappelle qu'avant de danser, on s'est sûrement tapé 4 heures de minibus avec un catering un peu douteux. Enfin, voilà, c'est celui qui se rappelle que les conditions de travail sont pas toujours optimales. Des fois, elles sont très bien. Mais c'est surtout celui qui se rappelle ce qu'est être danseur. Et si tu peux te mettre à la place de ton danseur, je pense que tu es un bon manager. Je pense que tu peux donner les bonnes clés. Je suis assez d'accord avec toi. Tu n'es pas juste celui qui drive la journée et qui donne des directives. Tu es celui qui se rappelle comment ça s'est passé à la base et qui a de l'empathie. Et qui a de l'empathie. Voilà, et qui a de l'empathie, ouais. Si tu devais choisir un projet idéal, alors là, je passe complètement du coq à l'âne, il n'y a plus de transition. Du coq à l'âne. Coq à l'âne. Du coq à l'âne. Si tu devais choisir un projet idéal qui allierait toutes tes passions, danse, esthétique, mode, management, tout ça, à quoi ça ressemblerait? Sans nous donner tes rêves. Ouais, moi j'aime la mode, j'aime l'esthétisme, j'aime on va dire une sorte de chic un peu dérangeant. J'aime quand ça sort des codes, donc je sais pas si ça peut s'apparenter à la création d'un spectacle qui mêle tout ça avec un peu de nudité. Je sais pas si c'est mettre en valeur une collection de vêtements. Il y a tellement de choses qui me... Mais ouais, un projet où il y aurait danse, textile, faire danser du textile, je trouve ça trop beau. Un vrai danse textile, hein, pas juste bien habiller un danseur, non, vraiment... faire parler le tissu sur un corps dans un univers très stage, parce que moi j'aime Vegas, j'aime les shows pop, j'aime la stage, j'aime quand il y a des backlights, j'aime quand ça envoie, j'aime les Super Bowls, donc tout ça dans un univers hyper extravagant. Beau. Beau, belle vision, voilà. Je suis très fan de l'art grec, j'aime les statues, les colonnes, j'aime l'acropole. Donc voilà, dans un univers un peu gréco-nudité. Voilà, gréco-nudité, voilà, et qui sentirait le cuir. Yes. J'adore l'odeur du cuir et du tabac. C'est précis. Voilà. Si tu devais donner un conseil à un danseur ou une danseuse qui se sent perdu dans le milieu de la danse, quel serait-il? Ou même un conseil à quelqu'un qui souhaite devenir danseur pro. Ouais, si t'es perdu dans le milieu de la danse, oh là là, le conseil, parce que je pense qu'on a souvent été nous-mêmes perdus, et qu'est-ce que j'ai mis en place pour me retrouver? Je crois que j'ai pris du recul. Je pense que prendre du recul, ça fait du bien, et du vrai recul, hein, c'est partir, faut partir un peu, ou alors aller danser ailleurs, sortir de la zone de confort de danse. Il n'y a pas que la France, faut partir ailleurs. Bon, ça je l'ai jamais vraiment fait parce que j'en ai jamais eu le temps en plus. Le temps, il y a les moyens aussi. L'argent, tout ça coûte cher. Faut pas se mentir, mais quelqu'un qui est perdu, oui, faut prendre du temps, reconnecter avec soi-même,
Et puis en vrai, ça se fait. Et un jeune danseur qui veut devenir danseur, c'est... Waouh, parce que je pense que la jeune génération de danse aujourd'hui, elle voit tellement plus de choses que ce que moi j'ai vu dans la danse, que du coup j'ai l'impression que le choix de devenir danseur, il est pas plus simple, mais il est un chouïa plus guidé. J'ai l'impression qu'on sait déjà comment faire sur TikTok, on sait déjà comment faire sur Instagram, on a vu tous les styles de danse, on n'a plus qu'à choisir. Finalement, je sais pas, je dirais d'aller là où ça lui fait le plus écho en lui. Mais d'un côté, je suis aussi un peu ambivalent parce que c'est trop bien de se faire bousculer, d'aller dans un cours de hip-hop alors que t'es pas hip-hop. Donc je dirais juste de manger de la matière. Faut manger. Yes. Faut y aller, faut manger, faut pas perdre du temps à réseauter pour réseauter parce que il y a beaucoup de gens qui arrivent et qui n'ont pas beaucoup de réseau juste parce qu'ils ont juste correctement taffé dans une intelligence de travail qui est pertinente. Et c'est pas parce que tu connais tous les danseurs que tu auras tous les jobs. Donc juste taffe de son côté, de manière un peu individualiste, parce qu'il n'y a que l'intelligence qui paye, et voilà, je pense qu'il faut juste être intelligent, humble, rester un peu humble, c'est bien, et travailler pour soi, quoi. Yes. Bah, c'est un beau mot de la fin, et est-ce que tu aurais un dernier message même qui soit hors danse, quelque chose que tu voudrais dire, toi Bah, merci de m'avoir accueilli sur ton podcast, parce que je suis un fin auditeur. Oui. Donc j'écoute quasiment tous les sujets que tu évoques. Donc quand je suis au sport en plus d'ailleurs, pour bosser mon corps, pour justement correspondre à des projets. Mais du coup je pense que mon podcast, j'aurais du mal encore à l'écouter pendant ma séance de triceps, mais merci en tout cas de libérer, c'est pas libérer la parole, c'est juste la donner aux artistes. Ça, bravo pour ce que tu entreprends. Et voilà, et c'est vrai que j'étais très stressé. Ça va mieux là. Ça va un peu mieux. Oui. On arrive à la fin, donc je me sens un peu libéré, mais c'est un chouette moment, et c'est vrai que ça fait du bien de verbaliser tout ce qu'on peut mettre d'habitude en mouvement, parce qu'un danseur parle peu finalement. Et donc du coup, c'est vrai que la parole, c'est aussi important. C'est aussi important que le mouvement, et c'est pas évident de prendre la parole, c'est un exercice qui est assez compliqué. Donc voilà, tout ça, ça aussi c'est de l'entraînement, ça aussi c'est... Moi quand j'ai débarqué, c'est ce que je disais c'est ça. Ça aussi c'est un exercice. Je stressais aussi, et de m'écouter après, c'est encore une... c'est encore plus dur. C'est encore une tannée, ça fait 10 mois que je m'écoute et je suis pas encore satisfaite de moi. Bah c'est normal. Moi, quand je m'écoute, quand je chante, c'est une horreur. Voilà. Et pourtant, ça fait 3 heures que je chante, mais... c'est un perpétuel travail. C'est un perpétuel travail. Merci pour tes mots, Jus, ça me touche beaucoup. Vraiment. J'ai encore un dernier petit jeu. Je le redis, j'ai rien inventé, ça vient de Combini. Et voilà, du coup, le but, c'est de choisir le plus rapidement possible entre ça ou ça. Julien et Balance. C'est un enfer. C'est-à-dire que, ok, ça va être l'angoisse. Je vais dire des conneries. Une réponse sur 2, je vais dire des conneries. Ça va être encore plus stressant que l'épisode, c'est Je sais pas. En plus, je sais pas du tout. C'est encore, je sais pas. Non, ça, c'est le seul truc que tu sais pas. Je suis instinctif en plus, alors ça va être. Je vais dire des dingueries. Non, puis de toute façon, ce que tu dis là, ça représente pas toute ta vision et tes pensées. Non, c'est bien juste sûr. C'est un jeu. Bien sûr. Alors on joue, vas-y, on joue. J'aime pas perdre. T'es prêt ? Ouais. Classique ou jazz ? Jazz. Danser en talons ou pieds nus ? Danser en talons. Scène ou caméra ? Scène. Improvisation ou chorégraphie ? Chorégraphie. Chic ou choc ? Chic. Se concentrer sur la performance ou le plaisir de danser ? Se concentrer sur la performance. Mode ou danse ? D'homme, de manse, le combo des deux mots, manse. Il y a un joker, j'ai vu des gens y mettaient un joker. Créer ou interpréter ? Pour l'instant, interpréter, mais dans le but de créer. Direction artistique ou enseignement ? Direction artistique. Moderne jazz ou contemporain ? Moderne jazz. Paris ou Tours ? Paris. Progrès ou confort ? Progrès. Tournée ou résidence ? Tournée. Réseaux sociaux ou vie réelle ? Vie réelle. Show à l'américaine ou cabaret à la française ? Un show à l'américaine. Évidemment. Voilà, Bon, ça va. C'est bon, ça Attends, va. j'ai dit une dinguerie, je sais plus où. Non, mode. Ouais, je sais pas ce qu'il fallait dire, il y a pas de bonne réponse. Tu vas me faire galérer au montage après. Voilà, c'était mon joker.
Bah, merci beaucoup, Jus, pour ces quasiment 1h15 de podcast. Ah ouais, ça moi passe j'étais vite. stressé finalement, on m'a fait. Ouais. T'étais pas si stressé Non, que ça, mais regarde. voilà, ça va. On a beaucoup parlé. Merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi, Maïwen. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci, je prends sincèrement. Très toi aussi. sincèrement, ouais. Je te dehors. Fais-toi confiance. C'est gentil. Et on se revoit dans 2 ans, 3 ans, 4 Ouais. ans. Enfin, on se revoit reverra avant. Quoi on se reverra avant, mais on se donne un cue dans 3 ans. On se donne un cue dans 3 ans. Dans 3 ans. Et je pense que même avant ça, Marche de la place des grands hommes. on va s'arrêter là. Voilà. Allez, merci à tous. Merci. Ciao, ciao.